Bonjour à tous. Bonjour, rebonjour. On continue notre après-midi avec ce second atelier sur la blockchain par-delà le code. Donc, on va redonner les b.a.-ba de la blockchain et vulgariser les grands principes. Pour cela, j'accueille Kira Palen, Bonjour tout le monde. auteur d'un roman animé sur les crypto-monnaies et la blockchain. Et de nouveau, j'accueille Philippe qui Bonjour. vient aujourd'hui de publier, qui vient de libérer son livre sur les crypto-monnaies. Donc, deux personnes qui ont beaucoup travaillé sur le sujet et avec qui je vais débattre. Moi-même, ça fait quelques années que je me suis penché sur la blockchain et depuis 2014 précisément. Et lorsque j'ai commencé à me pencher sur la blockchain, c'était déjà un buzzword, beaucoup en parler. Et je m'y suis penché dans le cadre de mes activités professionnelles. Je travaille chez un éditeur de logiciels. Et on avait identifié que la blockchain pouvait nous être très utile dans des cas d'usage, notamment autour de la traçabilité. Et lorsque j'ai lancé une petite équipe pour prototyper l'utilisation de la blockchain, les usages de la blockchain, on s'est rapidement rendu compte que c'était beaucoup plus compliqué que ce qu'on imaginait. Qu'en fait, il n'y avait pas une blockchain, mais qu'il y avait des milliers de blockchains différentes, qu'il y avait des familles de blockchains différentes, des blockchains publiques, des blockchains privées, des blockchains de consortium. Au sein de chacune des familles, on avait des blockchains spécialisées pour des fonctions particulières, des blockchains, la blockchain originelle, le Bitcoin, orienté crypto-monnaie, avec beaucoup d'autres blockchains qui sont dans ce contexte-là, mais aussi de nouvelles blockchains à l'époque orientées plutôt vers les smart contracts comme Ethereum, des blockchains pour gérer des identités, des blockchains pour gérer des datas. Et on s'est vite rendu compte que c'était beaucoup, beaucoup plus complexe que ce qu'on imaginait. Et voilà, donc on va essayer de redonner un peu une visibilité sur la complexité de la blockchain et un état de l'art actuel. Comme je disais, la blockchain originelle reste le Bitcoin, qui est à l'origine des premières spécifications qui se sont nommées on va dire blockchain en 2008. Et pour cela, je vais donner la parole à Kira, qui a écrit un roman animé pour essayer d'apporter les clés au plus grand nombre sur ce qu'était le Bitcoin et les crypto-monnaies. Bonjour à tous une fois de plus. Je me cache cette fois-ci parce que je ne suis pas du tout préparée. J'avais complètement oublié cette fenêtre, je l'ai mélangée avec un autre rendez-vous. Bien. Donc, moi, mon point de vue, c'est que c'est très important tout simplement d'être éduqué sur toute chose et de pouvoir éduquer les autres sur toute chose, surtout les nouveautés qui arrivent les unes après les autres, hein. Et malgré le fait que normalement les choses commencent avec une certaine simplicité et deviennent très complexes au bout d'un certain temps, et ensuite, ils retombent un peu dans la simplicité une fois que le temps et les batailles entre eux se sont passés et que ceux qui ne marchent pas ont été éliminés. Dans l'entreprise que je gère, Lingozing, qui est une entreprise qui a lancé la première application audio BD, c'est-à-dire on prend des bandes dessinées, des romans graphiques, on ajoute la audio par-dessus et on utilise ces bandes dessinées en ce moment sur Lingozing pour l'apprentissage des langues, parce que c'est très amusant de faire les choses ainsi. Mais je tenais à démontrer qu'on pouvait également utiliser les romans graphiques et les BD pour enseigner des sujets, n'importe lesquels,
et insérer dans le narratif les points importants d'information qu'on veut communiquer au grand public. Donc, comme exemple, j'ai choisi un sujet qui était difficile, qui était celui de la crypto-monnaie, où on entend Bitcoin, Ethereum, ceci et cela de tous les côtés, mais finalement, le grand public est encore là à se gratter la tête en disant, mon Dieu, qu'est-ce que ça veut dire vraiment, comment est-ce que ça marche? Et j'ai assumé cette question en réalisant, si on veut, le premier roman graphique sur la crypto-monnaie pour expliquer dans un narratif simple mais amusant. Euh, j'ai utilisé un mélange entre l'histoire d'une personne que je connais qui s'est lancée dans la crypto-monnaie. J'ai mélangé ça un peu avec Wall Street en tant qu'histoire. Et par la suite, cette bande dessinée ce roman graphique a été publié par le Lombard et a reçu le prix lycéen du ministère de l'économie et de la finance. Mais ce qu'il y a de plus intéressant, c'est que ça a été voté par 600 étudiants. Donc, ça veut dire que les jeunes, ils voulaient, ils cherchaient et ça les intéressait d'avoir des outils compréhensifs, amusants, ludiques pour bien comprendre bien assimiler ces sujets. Et il est évident que j'aimerais continuer et faire pareil avec la blockchain et par la suite avec les autres, les NFTs et tous ces, appelons ça des outils si on veut, qui font surface au fur et à mesure que toutes les possibilités que cet ensemble de technologies met à disposition. Merci Kira. Je vais donner la parole à Philippe, justement sur la genèse de la blockchain et des crypto-monnaies. Es-tu d'accord avec moi sur le fait que le Bitcoin est la base de tout et comment le présentes-tu? Oui, je suis d'accord avec ce que vient de dire Kira. Il faut mettre à la portée de plus grand nombre les bases de ce que sont la blockchain et les crypto-monnaies, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent, puis pas nécessairement les plus évidentes ou les plus intéressantes. Le problème qu'a la blockchain dès le départ, c'est que par rapport aux autres, par rapport à l'intelligence artificielle, par rapport à la réalité virtuelle ou d'autres technologies où n'importe qui est capable de comprendre très vite à quoi on a affaire, intelligence artificielle. En plus, il y a des films, évidemment, les films Terminator, on peut de suite voir à l'avenir ce que peut donner la robotique et l'intelligence artificielle, alors qu'un film sur la blockchain pourrait être très ennuyeux. Donc, il y a des romans graphiques qui sortent et puis qui mettent à la portée sur un média facilement compréhensible par les jeunes. Donc ça, c'est très bien. Et puis, je serais très, très curieux de le lire ou de le voir d'ailleurs. Je trouve que c'est une très bonne approche. Mais effectivement, moi, moi aussi, je m'intéresse. D'ailleurs, pour le lancement du Canadien Blockchain Stampede, notre ministre de l'Innovation va dire quelques mots tout à l'heure. Et c'est lui, il y a 5 ans, qui est venu au DJ Hub. Donc, nous, on est un tiers-lieu de l'innovation des technologies, qui est venu s'asseoir avec moi et qui m'a dit, est-ce qu'en 5 minutes, tu peux m'expliquer c'est quoi la blockchain? Et puis, je pense que le déclic s'est fait à ce moment-là, il y a 4-5 ans, quand il m'a posé la question, où évidemment, je suis allé me documenter et puis de fil en aiguille, je me suis retrouvé à acheter à l'époque quelques bitcoins que j'ai trop rapidement vendus d'ailleurs, parce qu'à l'époque, je pense qu'un bitcoin, quand je m'y intéressais, c'était 800 à 1000 dollars. Donc, j'aurais dû les garder. Mais bon, comme beaucoup de gens se disent comme moi, là, ou ne pas acheter des parts de pizza avec. Bref. Donc, ça a été le déclenchement. Je me suis intéressé à la blockchain en général. Mais évidemment, j'ai vu quelques livres à l'époque qui parlaient de blockchain, mais c'est comme si on recevait un manuel de télévision là, pour apprendre à faire marcher sa télévision et qu'à l'intérieur,
il y avait 10 chapitres qui expliquent à quoi servent les composants qu'il y a dans la télé. Donc, ça intéresse personne finalement. Donc, il faut des cas concrets. Je pense que la crypto-monnaie et les NFT qui s'en viennent en sont une. C'est facile de comprendre comment la monnaie peut évoluer. Donc, je parlais tout à l'heure d'une révolution parce qu'effectivement, c'est plus les États et les pays qui peuvent se permettre de battre monnaie aujourd'hui. Hein. Le petit voisin Pierre-Paul là, peut créer la sienne demain. Et puis, s'il est chanceux, si Elon Musk s'intéresse à ce qu'il fait, ben, ça peut booster sa monnaie, même si derrière, il n'y a rien ou pas grand-chose. Si c'est juste un peu de vent poussé par les médias sociaux, c'est le problème. Tu parlais, Julien, du Bitcoin. Moi, le Bitcoin, évidemment, c'est le précurseur, hein, le fameux anonyme qui a donné ça, qui a disparu après. Donc, ça c'est la partie un peu curieuse. Cette personne-là qui veut garder l'anonymat pour être milliardaire, mais préfère rester caché. Donc, bon, c'est son choix, évidemment. Mais cela dit, pour moi, le Bitcoin, c'est le précurseur, évidemment. Mais ce n'est pas une monnaie nécessairement qui m'intéresse beaucoup. Et c'est une monnaie qui fait un peu rêver. Beaucoup disent qu'elle franchira bientôt le cap des 100 000 dollars, etc. Donc ça, c'est vraiment... alors ma conjointe qui, elle, ne parle que de Bitcoin, là, c'est un peu... parfois des échanges un peu intenses entre nous. Pour moi, ce n'est pas une monnaie qui m'intéresse. Moi, les monnaies qui m'intéressent, les crypto-monnaies qui m'intéressent sont celles qui sont adossées à un vrai projet. Souvent, moi j'achète pas mal de cryptos qui sont reliés à des projets dans les jeux vidéo que je trouve très intéressants. Donc, il y a un vrai projet derrière. Et puis, surtout, qui font appel à des contrats intelligents, donc qui permettent la créativité, qui permettent à beaucoup d'entreprises, de start-up, de trouver évidemment de nouveaux terrains de jeu qui sont très intéressants pour faire évoluer leurs projets. Et surtout, je pense qu'une crypto qui va démarrer, une entreprise qui va s'intéresser à la blockchain aujourd'hui, va avoir plusieurs wagons d'avance sur cette locomotive-là qui est déjà en marche, va avoir plusieurs wagons d'avance sur toutes les autres. Donc, je pense qu'aujourd'hui, oui, c'est stratégique aux startups, aux entreprises de s'y intéresser. Et je dirais, pour finir, à tous les tiers de confiance, parce qu'évidemment, on parle toujours que la blockchain va éliminer les tiers de confiance, un peu comme Uber a éliminé quelques taxis. Ils sont restés là parce qu'ils se sont... finalement, ils ont eu un électrochoc, là, mais il a fallu qu'ils réagissent. Et puis, je pense que tout la banque, les notaires, moi, j'ai évidemment les notaires du Québec qui m'approchent parce qu'avant de se faire déborder par la blockchain, ils veulent comprendre un petit peu quels sont les enjeux et surtout essayer de voir comment eux, ils peuvent en tirer parti. Donc, je pense que c'est la bonne approche. Les assureurs, il y a beaucoup d'autres tiers de confiance qui devraient aussi s'y intéresser aujourd'hui, avant demain de protester parce qu'ils trouvent que c'est pas juste d'être bousculé par une petite start-up qui arrive et puis qui va faire le même boulot qu'eux, mais beaucoup moins cher et puis beaucoup plus directement au travers des contrats intelligents. Donc, c'est réellement un enjeu et je pense qu'il faut le démystifier parce qu'il y a beaucoup de bêtises qui se disent, comme disait Kira, les gens se grattent la tête en disant mais c'est quoi, comment je peux acheter moi-même des cryptos, à quoi ça va me servir, c'est quoi la blockchain. Donc, je pense qu'il faut leur expliquer de façon simple et puis se mettre à leur portée surtout. J'ai vu, comme je disais, beaucoup de bouquins sur la blockchain où il faut être un mathématicien averti pour comprendre un petit peu les algorithmes qui sont décrits. Donc, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est la base, évidemment, là, quand on a acquis un certain niveau. Mais je pense que pour monsieur et madame tout le monde, ben, il faut démarrer avec quelque chose de simple. Et puis, c'est pour ça que cryptocurrency, je trouve ça très intéressant. Et puis, moi, le bouquin que j'ai sorti aussi se veut être à la portée, on va dire, un peu des gens des curieux, voilà, qui veulent, qui s'y intéressent et puis qui veulent passer à une autre étape. Donc, c'est ce que nous avons fait. Voilà. Et à la demande générale, hein, on a eu pas mal de demandes. J'ai demandé à Kira d'afficher son roman sonore à l'écran. Donc, je conseille bien sûr. Et je voudrais quand même revenir sur le sujet par-delà le code et sur le Bitcoin, on va dire, qui est à l'origine des spécifications autour de la blockchain. Moi, j'ai tendance souvent à résumer la blockchain en quelques mots, c'est de dire que c'est un registre de transactions digitales totalement sécurisé, sans tiers de confiance, qui, grâce à du code informatique, va permettre de gérer
un registre de transaction qui va être totalement, enfin, sans tiers de confiance, qui va être déporté sur N nœuds et N serveurs. Donc, totalement transparent parce que basé sur du code open source, hein, le Bitcoin, le code du Bitcoin a été open source dès son lancement, donc accessible à tous, hein, donc auditable. Et moi, je reviens à mon histoire personnelle. Lorsqu'en 2014, on a voulu utiliser la blockchain pour gérer de la traçabilité, on s'est orienté vers le Bitcoin, hein, qui restait pour nous, on parle du Bitcoin en tant que crypto-monnaie, mais avant d'être une crypto-monnaie, ça reste un registre de transactions digital dans lequel on peut stocker beaucoup de choses et pas que des crypto-monnaies. Et ce qui m'a marqué lorsqu'on a attaqué nos travaux autour du Bitcoin, j'ai été contacté par des équipes, par des représentants de Bitcoin Cash qui m'annonçaient qu'il lançait la nouvelle blockchain, une nouvelle crypto-monnaie reposant sur le Bitcoin et l'améliorant notamment en créant de nouvelles tailles de blocs et en créant un fork du Bitcoin, donc en faisant une copie des données qui étaient dans la base Bitcoin pour recréer une nouvelle base de Bitcoin Cash et apporter les modifications qu'ils avaient prévu d'apporter. Et ça a été une surprise énorme pour moi, puisque je n'avais pas idée qu'au moment où on a lancé nos travaux, on allait voir la naissance d'une nouvelle blockchain, une nouvelle crypto-monnaie. Et ça fait maintenant 7 ans que je travaille autour de la blockchain. Et j'ai dû voir depuis 7 ans, il y a dû avoir des centaines et des milliers de blockchains, de nouvelles cryptos qui ont été créées, et peut-être autant qui sont mortes. J'ai un chiffre qui date d'août 2021 qui recense aujourd'hui précisément 9252 cryptoactifs aujourd'hui sur le marché. 9252 cryptoactifs, donc globalement 9252 blockchains différentes. C'est ça. Sachant que la plupart sont nés de forks, de copies de code d'une blockchain existante. Est-ce que, Philippe, justement, est-ce que ce n'est pas le plus gros frein aujourd'hui des blockchains? C'est de ne pas être stable, hein, d'avoir aujourd'hui une compétition entre les blockchains elles-mêmes et une compétition entre les crypto-monnaies qui sont quand même le pétrole des blockchains. Je pense que c'est plutôt, moi, une richesse dans tous les sens du terme qu'un défaut de la blockchain. Je pense que plus de gens vont s'y intéresser, vont lancer leur monnaie, parce que leur crypto-monnaie, je pense qu'il y a de l'intérêt. Alors évidemment, il ne faut pas créer une crypto-monnaie par projet, mais il y en a beaucoup comme le BNB, où là on voit avec l'écosystème Solana là, qui a essuyé quelques problèmes dernièrement, le Sol, mais qui permet d'avoir un écosystème et puis de mettre à disposition des utilisateurs voilà, des outils en open source. Donc demain, n'importe qui peut créer un projet en se basant sur des choses déjà faites, donc les copier, faire ce qu'on appelle un fork. Donc on copie ce qui est existant et puis on l'améliore pour l'adapter à son projet. Donc ça, c'est très intéressant. C'est un peu un modèle du partage que l'on ne retrouve pas nécessairement en dehors, parce que vous comprenez que chaque start-up, entreprise qui développe du code le garde jalousement pour elle, et fait son business dessus. Alors que dans l'univers de la finance décentralisée, des applications décentralisées, là, je pense qu'il y a un réel partage qui se fait. Alors oui, il est parfois compliqué de filtrer le bon grain de livret. Là, il y a beaucoup de choses, comme je dis,
Pour ça que nous, dans le livre, on a toute une liste de choses à prendre en considération, en compte avant d'investir dans une crypto, quelle qu'elle soit, pour tenir compte, qu'est-ce qu'il y a derrière ce projet, est-ce que les gens sont sérieux, donc je pense qu'on a une trentaine comme ça là, de checklists là, de vérification à faire, mais non, je pense qu'après, c'est aux gens de faire la part des choses, de regarder un petit peu. Il y a des projets qui sont très ambitieux, qui démarrent très vite. Tout à l'heure, le panéliste parlait de 12% lent, mais bon, il y a des choses qui sont plutôt autour de 800. Moi, j'ai vu des choses dans l'espace d'une semaine qui étaient plutôt à 2000% le placement. Donc là, on passe sur des choses très, très, très intéressantes. Avec les NFT, là, on est dans encore une autre dimension. Moi, je m'intéresse beaucoup aux jeux vidéo et aux NFT, aux jetons non fongibles, où là, on voit qu'il y a des projets qui peuvent décoller en l'espace d'une semaine. C'est assez fou. Mais je pense que là, c'est un peu les pionniers aujourd'hui qui font des coups comme ça, quand les crypto-monnaies, les blockchains auront atteint un certain seuil il y aura beaucoup plus de gens qui seront dedans. Je pense que ça va finir pas s'uniformiser, mais je dirais ça sera plus stabilisé. Il y aura plus de méthodologie là pour trouver les bons endroits où investir. Évidemment, on a ce qu'on appelle le stablecoin, donc des monnaies qui ne varient pas d'un jour à l'autre. Donc, il faut voir aussi qu'il n'y a pas que des monnaies qui fluctuent en l'espace d'une heure. Il y a aussi des monnaies qui sont stables et puis qui sont adossées sur les fiat, sur des monnaies traditionnelles. Donc, c'est tout un univers à découvrir. C'est tout un univers à découvrir. Philippe, justement, je fais un retour arrière par rapport à ce que tu disais. Tu as fait un grand bond en avant. On est passé on va dire, des crypto-monnaies basiques, type crypto-monnaie, à des fonctionnalités un peu plus avancées, des blockchains, qui sont les tokens, les smart contracts, les NFT. Et je voulais revenir sur ça. Donc, effectivement, à la base, on avait le Bitcoin, qui a été l'origine de milliers de blockchains différentes et de crypto-monnaies différentes, reposant, on va dire, sur un protocole permettant de gérer un registre de transactions digitales, ce qui permet à lui seul de gérer des crypto-monnaies. Mais ensuite, est venu s'ajouter des nouvelles types de blockchains permettant d'ajouter de nouvelles fonctionnalités, notamment les smart contracts, qui sont en fait du code informatique qu'on va venir injecter à côté des transactions. Avec Ethereum. Voilà, avec Ethereum, qui a permis de rajouter du code dans les transactions et de mettre un petit peu de logique et un minimum d'intelligence informatique dans la blockchain, permettant de gérer des fonctionnalités un peu plus évoluées comme les smart contracts, qui sont à la base eux-mêmes de fonctionnalités comme les tokens, qui sont à la base de fonctionnalités comme les NFT, les tokens non fongibles. Donc Ethereum est autant Bitcoin pour moi est précurseur sur la partie crypto-monnaie, Ethereum est précurseur sur on va dire cette blockchain deuxième génération, en apportant cette capacité d'intelligence, de token, de smart contract, de défi. Et là, on voit aussi depuis quelques années, depuis que Ethereum est né, une grande compétition chez un certain nombre de blockchains qui viennent apporter des nouvelles fonctionnalités, qui viennent améliorer ou essayer d'améliorer les protocoles pour une meilleure efficience énergétique, pour une plus grande rapidité de gestion de transactions, pour une capacité à traiter des smart contracts de plus en plus complexes, sur une capacité à gérer des smart contracts de plus en plus larges, pour réduire les coûts. Pour réduire les coûts, mais aussi pour gérer des applications à grande échelle, où là, vraiment, aller vers les défis, comme on peut citer comme Cardano, comme iOS, il y a énormément de blockchains qui sont sur ce sujet-là. Il y a des crypto-monnaies en arrière-plan, mais est-ce que ça n'a pas tendance à se complexifier encore plus avec tous ces nouveaux entrants et tous ces nouveaux acteurs qui essaient d'enrichir énormément les blockchains originelles?
Je vois que Christophe, qui était resté parmi nous depuis tout à l'heure, a des choses à dire. Christophe, je vous laisse la parole et réagir sur ces propos. Alors, j'écoutais avec attention et du coup, j'ai effectivement pas mal de choses à ajouter. Alors, je l'ai sous les yeux, les chiffres exacts. Là, il y a à peu près, si on va sur un site qui s'appelle CoinMarketCap, il y a 12 000 cryptos qui existent aujourd'hui, enfin, en tout cas, qui sont listés. Je tiens juste à apporter un petit point de vigilance pour ceux qui ne connaissent pas trop les cryptos. Évidemment, tout le monde peut créer une crypto-monnaie dès demain. Ce n'est pas très compliqué. Finalement, il faut s'y connaître un petit peu en code informatique, mais ce n'est pas très compliqué de créer une monnaie. Mais évidemment, toutes les monnaies n'ont pas les mêmes intérêts. Donc, quand on débute, il faut surtout se concentrer sur des monnaies qui sont les plus connues, comme Bitcoin, comme Ethereum, on va dire, dans le top 5. Parce que la thématique là, de l'atelier, c'est la blockchain par-delà le code. Effectivement, derrière une crypto-monnaie, derrière une monnaie, il y a un projet. Et certaines fois, derrière une crypto-monnaie, il n'y a même pas de projet. Il y a juste un projet papier où il y a juste du blabla écrit sur un document qui fait un peu la promotion de la crypto-monnaie. Alors, des gens, il y a aussi beaucoup de bulles spéculatives. Il y en a qui croient à ce projet papier et qui se jettent dessus en s'imaginant que ça va être la crypto-monnaie du siècle et qui va faire gagner beaucoup d'argent. Attention à tout ça. Évidemment, dans les crypto-monnaies, il y a énormément d'opportunistes. Donc, il est facile, je le répète, la crypto-monnaie, ce n'est que des lignes de code, quelque part. Donc, il est facile de faire un copier de ligne de code et de créer sa propre crypto-monnaie. C'est un petit peu plus complexe pour une blockchain, mais c'est la même chose. Les blockchains sont souvent des codes qui sont en open source. Donc, n'importe qui peut copier le code d'une blockchain comme Ethereum, mais qui compte une communauté qui est quand même assez importante. Mais demain, je pourrais très bien copier le code Ethereum et créer ma propre blockchain qui pourrait s'appeler Ethereum 2, par exemple. Voilà. Mais pour que cette blockchain ait un intérêt, pour que la crypto-monnaie associée à cette blockchain ait une vraie valeur, il faut que j'ai un projet derrière, sinon ça ne marche pas. Donc, je voulais préciser ça parce qu'effectivement, c'est que des lignes de code et c'est assez facile de faire des copier-coller. Mais ce qui n'est pas facile quand on a une crypto-monnaie, c'est de créer un vrai projet derrière avec des vrais usages et des vraies fonctionnalités. Voilà, donc ça, c'est important de le préciser. Pour rejoindre ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a eu un gros changement. Alors, Bitcoin, c'est 2008, créé en 2008, et Ethereum en 2015. Et c'est depuis 2015 qu'il y a eu énormément de changements, et entre autres, la gamification. Donc, tout à l'heure, Philippe le disait, toute création de jeux vidéo autour de la blockchain, c'est grâce à des technologies telles que blockchain. Alors, ce n'est pas que Ethereum, parce que Ethereum, maintenant, il y en a d'autres qui sont plus rapides, qui apportent d'autres solutions, mais c'est grâce à ces blockchains programmables dans lesquelles on peut injecter du code informatique, ce qu'on appelle des smart contracts, qu'il y a la révolution qui s'est réellement mise en place. Donc, depuis 2015. Donc, vous voyez, finalement, en 2015, on est en 2021, ce n'est pas si vieux que ça fait que 6 ans. Voilà, je voulais juste faire cette petite parenthèse, je pense que c'est important. Quand on est débutant, il faut faire attention. C'est intéressant, on voit que les chiffres montent et qu'en fait, on a dépassé les 10 000 blockchains différentes. Je repose ma question, est-ce que ce n'est pas ça aujourd'hui le gros frein actuel des blockchains, justement, et qui complexifie leur adoption, c'est ce grand nombre d'acteurs. Et sur les 9 000 sur les 10 000 et quelques blockchains, combien y a-t-il de blockchains sérieuses? Alors, je vais dire non. Alors, déjà, ce n'est pas 12 000 blockchains des crypto-monnaies. Il y en a beaucoup de crypto-monnaies qui sont sur Ethereum. Parce qu'on a la crypto-monnaie native d'Ethereum qui s'appelle l'Ether. Et ensuite, on a une multitude de crypto-monnaies. C'est souvent des tokens ERC20. Je ne vais pas rentrer trop dans la technique, mais en fait, c'est des tokens qui sont des crypto-monnaies. Donc, ce n'est pas forcément 12 000 crypto-monnaies égale 12 000 blockchains. Bon, peu importe. Donc, non, j'ai envie de dire, c'est un peu comme des sites Internet. Au moment où Internet a été lancé dans les années 90, tout le monde créait son site Internet et il y en a beaucoup qui ont disparu. Et bien, finalement, les crypto-monnaies, c'est pareil. Il y a beaucoup de crypto-monnaies qui naissent tous les jours. Il y a aussi beaucoup de crypto-monnaies qui disparaissent tous les jours. Donc, il faut rester focus sur évidemment celles qui sont les plus prometteuses et le top 5, en fait, ou le top 10 des crypto-monnaies. Après, les autres, il faut les laisser, il faut voir un petit peu comment évoluer. Elles vont évoluer. Mais elles vont… C'est ce que je disais avant, c'est-à-dire il y a une idée naît, la façon de faire se fait publique,
tout le monde s'y met. Ensuite, il y a un triage et ensuite, on voit qu'est-ce qui reste et c'est normalement la bonne solution. Donc, on commence en apprenant les bases, on attend que ça se passe, que ceux qui ne correspondent pas disparaissent. Et c'est pareil avec le blockchain, tout le monde se jette dessus. Or, le blockchain ne correspond pas à tous les besoins. Donc, une fois que tout le monde comprendra ça, il y aura moins de pagaille. Les projets qui correspondent aux fonctionnalités, aux permissions de la blockchain et qui savent comment s'y adapter, que ce soit homogène, feront de sorte que de commencer comment dit-on, à régulariser, de montrer les exemples corrects de comment faire. Je crois que s'il faut prendre un peu de recul sur les crypto-monnaies, justement, comme dit Kira et Christophe, c'est qu'il faut regarder le projet qu'il y a derrière. Et si on prend aujourd'hui le champ d'application de la blockchain, on se rend compte de cette importance. Et j'ai deux grands projets où je peux vous dire juste deux mots sur ça. Il y a le projet Argus aujourd'hui qui est utilisé par IBM pour renforcer sa sécurité déjà propre et la sécurité de ses clients et qui utilise justement une certaine blockchain pour faire ça. On va aussi parler souvent de consortium de blockchain quand il y a plusieurs actifs institutions qui collaborent sur ce sujet-là. Et là, c'est intéressant parce que ce système, il est ouvert et le projet Argus, notamment, ça vise à se servir de tous les utilisateurs pour mentionner des cas de cyberattaque assez rapidement et de pouvoir sourcer beaucoup plus rapidement la source de la cyberattaque. Et ça, c'est super intéressant comme cas d'utilisation, qui est un grand cas d'utilisation. Le deuxième cas, c'est dans le marché alimentaire. On est tous consommateurs, on fait tous attention à ce qu'on mange. En tout cas, on voit beaucoup plus de visibilité et de traçabilité sur ce qu'on mange. Et la traçabilité alimentaire, c'est un gros marché mondial qui explose. On parle de plusieurs dizaines de milliards d'euros. Et là aussi, il y a des grands acteurs comme Walmart, Kroger, etc., qui s'associent. Donc aujourd'hui, ils sont une douzaine de gros acteurs sur le marché. Ils utilisent une blockchain aussi particulière dans laquelle ils demandent à leurs fournisseurs de tracer via la blockchain la provenance de tous les produits qu'ils vont vendre demain aux consommateurs. Donc, vous voyez, ces deux cas parlants qui sont dans des secteurs différents. On est bien sur des vrais projets qui sont derrière, des vrais cas d'utilisation qui s'écartent de l'utilisation d'investissement ou de spéculation de la crypto-monnaie. Donc, la blockchain, c'est aussi tout ça, c'est tous ces aspects-là. Tout à fait. Mais merci de le rappeler. On a beaucoup parlé de crypto-monnaie. Effectivement, la crypto-monnaie est un des cas d'usage de la blockchain. Et il y a de nombreux cas d'usage qui dépassent ce cadre-là. Je vois parmi nous Tofen qui lève la main. On va lui laisser la parole. Oui, bonsoir. En fait, là, je me suis connecté depuis Dakar. J'étais dans le panel initial. Je m'intéresse moi aussi beaucoup à la blockchain. J'étais le responsable produit de Chama Pesa, qui était une des toutes premières blockchains qui travaillait sur ce qu'on appelle les social saving groups, notamment les fameuses tontines dans les pays émergents. Je gère une boîte de transport urbain et on utilise également la blockchain pour tout ce qui est programme de Miles. Et nous sommes en train de lancer un institut de formation de blockchain ici à Dakar. Enfin, moi, je suis tombé dedans quasiment depuis les tout premiers jours, avec du mining et des choses comme ça, quasiment dès les premiers mois. Donc, je voulais juste apporter une toute petite précision sur ce qu'on voit aujourd'hui, l'évolution du secteur. La petite différence entre un projet ou une crypto et une blockchain, comme disait l'autre tout à l'heure. Je considère que les grandes blockchains aujourd'hui fonctionnent presque comme des App Store. C'est que vous avez Android ou iOS et ils sont organisés pour favoriser un certain nombre d'applications autour de leur blockchain. Regarde ce que fait Cardano récemment avec la nouvelle mise à jour. Nous, on travaille beaucoup avec les Suisses de ICP, Internet Computer Protocol, qui essaient de disrupter le monde du hosting comme Amazon.
Et toutes ces grandes blockchains aujourd'hui fonctionnent comme des app stores où ils essaient d'attirer, et certains ont leur propre fonds d'investissement pour attirer un certain nombre d'applications sur leur blockchain. Donc, après, maintenant, chacune de ces applications peut avoir son propre token qui n'est d'ailleurs pas en compétition avec la blockchain originale. Donc, on voit ce qui se passe avec Ethereum, avec les Uniswap et autres. Mais c'est une petite différence entre une blockchain et les différentes applications qu'il y a dessus. Allô? Oui, Eric? Voilà. Oui. J'ai vu que vous vouliez intervenir aussi. J'ai appuyé sur le bouton par hasard, mais j'interviendrai juste après l'interlocuteur qui parle. Okay. Merci à vous. Merci Tofen pour cette intervention et qui soulève un vrai sujet. Et ce qu'on a dit aussi, c'est que est-ce que justement aujourd'hui, un des éléments clés pour que les blockchains puissent prendre de l'ampleur, c'est de travailler sur des outils qui permettent de se connecter sur les nombreuses blockchains qui existent. Parce que la difficulté, elle est là. Comment choisir la bonne blockchain? Oui, c'est ce que je disais en fait. C'est-à-dire que pour moi, c'est des sortes d'app stores et chacune d'entre elles, en tout cas les plus grandes, hein, je parle là peut-être de iOS, Cardano, Ethereum, évidemment, Bitcoin et pas mal d'autres, Solana et autres. Chacune d'elles est en train de se constituer tout un réseau hein, d'applications. Bien sûr, certains d'entre eux financent même. Hein. Moi, je vois par exemple ICP qui a un fonds de 200 millions de dollars pour financer des grants pour attirer un certain nombre de développeurs sur leur blockchain. Ethereum était presque par accident l'initiateur de ça avec les smart contracts. Je ne pense pas en fait que ce soit un problème hein, d'avoir toute cette richesse et toute cette évolution. Ça veut juste dire que le secteur attire beaucoup de développeurs, beaucoup d'entrepreneurs. Et en fait, finalement, ce qu'on va voir, c'est que chaque type d'application va être plus associé à tel type de blockchain parce qu'elles ne sont pas toutes équivalentes. Il y a des choses qu'on peut faire sur Ethereum, en tout cas l'ancien Ethereum. Si on veut faire des microtransactions, rien qu'en regardant les fees, ce n'est juste pas possible. Donc, on voit la plupart des nouvelles blockchains aujourd'hui passent sur du proof of stake pour diminuer les frais, alors que les grosses transactions, on a tendance aujourd'hui à plus les faire sur du Bitcoin ou autre, où on supporte les plus grosses transactions Ethereum. Donc, je pense que ce qui va se passer, c'est que chacun, quand on va démarrer un projet, la première chose qu'on va probablement regarder, c'est est-ce qu'il faut créer sa propre blockchain, si le projet est vraiment, vraiment, vraiment nouveau, ou alors s'il faut partir sur une blockchain existante. Et là, on va regarder quelle blockchain est adaptée à tel type de problématique, je pense. Et de ce fait-là, en fait, chacune de ces grosses blockchains va se développer avec un écosystème autour. Et c'est franchement ce qu'on voit aujourd'hui. Hein. Tout ce qui est DeFi se fait principalement chez Ethereum. Et on verra, en fait, si cette tendance-là va continuer. Par exemple, les gens d'ICP sont en train d'implémenter des smart contracts très sophistiqués sur Bitcoin, ce qui n'avait jamais été fait avant. Et donc, on va arriver avec des spécificités comme ça. On peut lancer un projet, le hoster en ligne, le déployer dans une communauté et de lancer sur une blockchain. Si je comprends bien, Tofen, pour pouvoir bien utiliser la blockchain et en fonction des cas d'usage qu'on veut utiliser, il faut être en mesure d'adresser telle ou telle blockchain. Absolument. Je pense qu'il y a vraiment des blockchains qui ont été conçues à la base pour un certain nombre de problèmes. Et ces problèmes-là sont bien particuliers et je ne pense pas qu'ils soient particulièrement adaptés à tous les problèmes du monde. Et donc, il faudra, à mon avis, l'évolution arrivera dans ce sens. Une autre chose qu'on voit arriver également, ce qui est très intéressant, c'est cette idée d'avoir, comment on appelle ça, des applications avec des tokens qui ne sont plus du tout des tokens de trading, mais des tokens de gouvernance. Moi, je regarde par exemple sur Ethereum récemment, où il y a même des applications comme Snapshot qui ne sont que là pour organiser la gouvernance. Donc, on peut très bien lancer un projet aujourd'hui sur Ethereum sans créer forcément de token variable, mais de créer un token uniquement pour la gouvernance. Et qu'on l'utilise en fait pour faire évoluer le système, pour donner la main à la communauté qui l'utilise de faire des choix. Toute la roadmap de ICP aujourd'hui
est quasiment à 100% en ligne. Et les gens votent chaque 2-3 jours. Il y a un vote qui est fait sur notamment la migration pour apporter l'intégration avec Bitcoin. Ça a été voté il y a 3-4 jours. Donc, ça, la gouvernance est devenue aussi un cadre d'usage des tokens, plus que le trading. Et ça aussi, je ne pense pas que les gens s'attendaient à ça. Et comme l'autre disait, il y a effectivement les NFT avec Loot. Et ça aussi, c'est quelque chose de complètement, enfin, qui a surpris, à mon avis, beaucoup de personnes. Parce que tout le monde voyait les NFT comme étant des outils artistiques et des objets, des images que les gens achetaient à des centaines de milliers de dollars, de centaines de milliers de dollars, et qui n'avaient apparemment aucun intérêt. Jusqu'à ce que les gens comme Loot soient arrivés, en montrant que finalement, en fait, c'est une façon aussi de donner des clés vers un monde soit virtuel ou réel plus tard. Mais il y aura aussi des applications extrêmement pratiques. Et pour les NFT, il y a aussi des blockchains dédiées comme Flow. Bon, je ne vais pas couvrir davantage, mais je pense que le secteur est en train d'évoluer. Hein. Merci, Tofen. Donc, moi, si j'entends bien, il y a un vrai Eldorado aujourd'hui sur les outils qui vont permettre de pouvoir adresser de manière quasiment transparente telle ou telle blockchain en fonction du cas d'usage qu'on veut adresser. Absolument. Et il y a même une vraie compétition entre les blockchains. Moi, je regarde récemment la guerre qu'il y a eu entre Cardano et ICP ou celle entre Solana et Ethereum. Et quand Solana est tombé il y a 3 jours, beaucoup de gens chez les différentes blockchains étaient assez contents parce qu'ils ont connu une progression très fulgurante. Donc, il y a aujourd'hui une vraie compétition entre les grandes blockchains. Elles sont positionnées différemment du petit projet avec un groupe d'une dizaine de personnes qui veut faire une application. Et les gens ont beaucoup de moyens. C'est exactement comme l'App Store. Merci. Je vais redonner la parole à Philippe, qui avait fait un grand saut justement sur toutes ces nouvelles applications de la blockchain. Sur rebondir sur ce que je viens de dire, hein, c'est est-ce qu'il n'y a pas un Eldorado sur ces outils qui vont faciliter l'accès à telle ou telle blockchain en fonction du cas d'usage qu'on veut adresser? Oui, bien sûr, je parlais des applications décentralisées, mais c'est surtout comment s'approprier ces technologies. Nous, je sais qu'au DigiHub, donc troisième pôle numérique au Québec, on a un pôle en muséologie numérique. Et puis, on regarde déjà avec plusieurs musées, des petits musées qui ont du mal à renouveler leur financement, comment tokeniser, par exemple, les objets qui sont en réserve, donc les virtualiser. Et après, n'importe qui pourrait acheter une partie de la collection de façon virtuelle. Donc, pour les musées, c'est une nouvelle façon d'avoir du financement quelque part. Et puis, bon, ce qu'on parle pour les musées, je sais qu'aujourd'hui, on va parler des NFT autour du cinéma, de l'univers du cinéma, des droits d'auteur. C'est important aussi parce que ça permet évidemment aussi de régler quelques problèmes de ce type. Donc, et puis, nous, c'est pareil. Nous, je sais qu'on fait des formations en cybercitoyenneté sur nos territoires pour aider nos jeunes à rester sur le territoire plutôt qu'aller quitter pour aller dans les métropoles pour apprendre les technologies. On essaie de les maintenir. Et pour les maintenir, on va certainement mettre en place une plateforme NFT dans laquelle chaque fois qu'un jeune va avoir un cursus, va suivre un cours, il va être un peu sur sa fiche, ça va être indiqué. Et puis, une fois qu'il aura fini ses 10 cours, il y aura, je dirais, une sorte de diplôme virtuel, lui aussi, dans le NFT. Alors, évidemment, ça ne sera pas pour le vendre, comme on le voit avec quelques objets Philippe, qui franchissent des caps importants. Parce que tu es en train d'aborder les sujets qu'on va aborder sur le prochain atelier. Oui, c'est pour ça que je ne veux pas déborder. Je veux pas déborder là-dessus, mais oui, c'est intéressant, évidemment. C'est un Eldorado, comme je le disais. Il faut qu'aujourd'hui, les startups, les entreprises s'approprient ces technologies pour garder une longueur d'avance. C'est stratégique pour elles. Et puis, ce n'est pas nécessairement plus compliqué. Bon, le langage de programmation sont connus, sont basés sur d'autres. Il n'y a pas de difficulté là-dedans. C'est juste qu'il faut qu'il y ait une bonne compréhension du problème et surtout qu'elles essaient de tester tout ce qui est contrat intelligent, etc. Et puis de voir quels sont les débouchés qu'elles peuvent obtenir en s'intéressant à cette nouvelle technologie de rupture.
Donc, je reprends la parole et pour rattraper un peu la bêtise que j'ai fait, ben, c'est les joies du direct. J'étais pressé de vouloir tenir les horaires et en fait, je croyais que nous étions en retard et nous sommes en avance. Donc, on va reprendre notre panel par-delà le code et on a vu que dans notre débat, on a abordé beaucoup de sujets autour des complexités de la blockchain, du nombre important de blockchains qui existent, des différents types de blockchains qui existent, public, privé, les blockchains qui apportent des nouvelles fonctionnalités, les outils qui pourraient permettre de pouvoir adresser telle ou telle blockchain facilement, qui pourrait être l'Eldorado les Eldorado du secteur blockchain à venir. Pour conclure cette table, ce panel, on va refaire un dernier tour de table pour avoir une vision synthétique de ce sujet. Je vais commencer par Tofen qui nous a fait une belle petite intervention tout à l'heure. Pour conclure ce chapitre par-delà le code, qu'ajouteriez-vous à votre intervention, Tofen? Il a dû faire une pause. Aurélien, je vais te... Oui, pour reprendre d'ailleurs ce que disait Tofen, c'est qu'aujourd'hui, les blockchains sont toutes en compétition parce qu'effectivement, elles évoluent technologiquement, elles proposent la possibilité de créer un certain nombre d'applications qui correspondent aux besoins des projets qu'on peut avoir derrière, des projets entrepreneuriaux. Parce qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs. Nous, on le voit dans le cadre du village Baïsa, parce qu'on fait partie des structures qui accompagnent effectivement les startups. Il y a de plus en plus de startups qui souhaitent utiliser la blockchain, mais ils sont toujours face au dilemme de se dire est-ce qu'on crée notre propre blockchain, est-ce qu'on fork du coup une blockchain existante. Donc il n'y a pas véritablement de réponse toute définie. Elle dépend vraiment du projet, encore une fois, qu'il y a derrière. Et je crois que c'est une bonne chose qu'il y ait cette compétition-là parce que ça permet de réduire les coûts de transaction, les délais de transaction. Ça offre des opportunités d'aller sur des contrats qui seront encore plus intelligents demain. Et je crois que la dynamique, elle est en marche. Et pour revenir du coup sur la première partie, ça préfigure bien l'évolution ou la révolution qui est en marche. Merci Aurélien. Philippe, un point à rajouter sur ce sujet? Écoute, comme je disais tout à l'heure, c'est aux startups, aux entreprises à découvrir un peu les applications décentralisées, se les approprier. Et puis, il y a plusieurs après des débouchés, il y en a plein. Nous, je vois ici, on a des jeunes qui font une formation en blockchain et qui ont décidé d'utiliser le Lightning Network pour aider les commerçants pour l'achat local. Donc, créer une monnaie locale pour l'achat local au travers de la blockchain. Donc, c'est un des cas concrets là, d'utiliser les crypto-monnaies et puis d'utiliser surtout, de créer surtout des nouvelles applications pour permettre d'utiliser cette blockchain et de la rendre disponible au plus grand nombre. Merci Philippe. Et donc moi pour conclure, je vais faire une petite autopromo sur ce sujet justement du fait qu'aujourd'hui il y a beaucoup de blockchains. Et comme j'expliquais tout à l'heure, je me suis penché sur des applications autour des blockchains il y a quelques années et sur la richesse et sur l'état de l'art constaté sur le fait qu'il y avait énormément de blockchains différentes et qu'en fonction des cas d'usage que nous voulions adresser, nous pouvions être amenés à utiliser telle ou telle blockchain et pour certains cas d'usage à utiliser plusieurs blockchains simultanément, hein, comme l'a expliqué Tofen tout à l'heure. Moi, depuis quelques années, on a pivoté nos travaux pour travailler sur une couche technique qui se nomme Blocksy, hein, B-L-O-C-K-S-Y, que je vous invite à rechercher sur Google, et qui permet facilement de passer d'une blockchain à une autre
et qui permet d'adresser plusieurs blockchains simultanément. Et ça, c'est un outil aujourd'hui qui peut être très utile justement aux entrepreneurs qui veulent construire des applications sur la blockchain et qui pourraient être très embêtés, comme nous l'avons pu être nous, à sélectionner la bonne blockchain à utiliser. Et avant de clore ce panel, je vois qu'Éric lève la main. Peut-être une réaction. Oui, bonjour à tous. J'ai rejoint la réunion un peu tardivement pour des questions d'organisation parce que j'étais sur un projet qui est un peu on va dire, en période délicate. Mais alors, je suis Eric Nguessan. Je travaille sur un ensemble de projets et un ensemble d'applications. Et ces applications, pour la plupart, utilisent des blockchains. Et ce qu'on essaie de faire, parce que j'appelle depuis Abidjan, c'est vraiment de pointer des cas d'usage précis qui peuvent rentrer en collaboration avec des personnes qui ont des projets blockchain à travers le monde. Donc, il ne faut pas oublier que la blockchain apporte quelque chose qu'on a peut-être aussi sous-estimé, c'est la collaboration. C'est un outil de collaboration, de décentralisation, et on ne peut pas se dire aujourd'hui on va rester dans son coin et révolutionner cette technologie. Ce n'est pas possible. Il y a tellement de choses qui arrivent en même temps que il est indispensable que nous rentrions en collaboration pour aller loin, surtout dans le monde francophone où on a tendance à prendre du retard. Donc, ça, c'était ma première remarque. La deuxième, c'était par rapport à Aurélien, l'outil, la blockchain que vous citiez, que vous avez mis en place. Quelle serait la différence entre une telle blockchain et une blockchain telle que Polkadot, pardon. Alors, j'ai pas de réponse dans le sens où… La question était plutôt pour moi sur Bloxy qui permet de… Oui, c'est ça. Oui. Polkadot, c'est un outil qui va… C'est pas Aurélien, c'est, pardon? Julien, d'accord. Désolé Aurélien, c'est plutôt Julien, oui. Polkadot travaille sur l'interopérabilité entre les blockchains. On va faire en fait des ponts entre les différentes blockchains et va permettre de pouvoir aider les blockchains à s'adresser les unes aux autres. L'outil que je citais tout à l'heure, Bloxy, lui, va permettre d'être multi-blockchain, de pouvoir facilement passer d'une blockchain à une autre et d'être cross-blockchain, de pouvoir adresser simultanément plusieurs blockchains. Donc la différence, elle est là, sachant que Polkadot, on va avoir un représentant de Polkadot qui va intervenir dans quelques minutes. Mais Polkadot a plusieurs services à son arc, donc à ses services d'interopérabilité, mais se positionne aussi avec quelques briques, on va dire, de blockchain en tant que tel aussi. Voilà la différence. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui. Mais de toute façon, ce qu'on essaiera de faire, c'est, comme je disais, la collaboration, elle est indispensable. On essaiera de prendre contact parce que nous, comme je disais, on va au concret. C'est vraiment étudier les blockchains parce qu'on en a étudié une vingtaine maintenant. Donc, celle qui peut répondre à notre besoin, et donc, ça ferait plaisir de voir la capacité de la vôtre. C'est vraiment l'objectif du village francophone, de favoriser les projets entre les territoires et les… Si tu m'y autorises, Eric, donc si tu ne connais pas le travail des collectifs du village francophone, dont je suis le coordinateur, mais tu as, et Julien, le coordinateur du collectif Blockchain, mais le collectif, Eric, et moi je suis heureux, je salue l'intervention de Tofen et de l'Afrique, puisque si toi tu es à Abidjan, en fait, etc., le Sénégal, d'autres pays nous ont rejoints. C'est aujourd'hui 100 territoires connectés. Un territoire, c'est une ville, une métropole, une région, un pays. C'est surtout, et c'est là le point de ce que tu as dit, Eric, qui est pour moi fondamental, c'est que le village francophone est structuré autour de 33 collectifs sectoriels qui aujourd'hui produisent 160 programmes d'innovation collaboratifs entre pays francophones. Et ces 160 programmes ont tous besoin d'usage blockchain, en théorie ou en pratique. Donc moi,
j'insiste vraiment parce que Julien est parti devant et je pense qu'il a vraiment besoin, avec Philippe au Québec, de backup, comme on dit en bon français. Il a besoin de renforts et ces renforts, c'est pour les pousser sur nos collectifs sectoriels où nous avons les plus grands groupes et la francophonie, c'est pas que les pays francophones, hein, c'est le monde entier. Quand c'est pas un Québécois, c'est un Gabonais, c'est un Français, on est dans le board, donc prenez le top 3 de toutes les plus grandes boîtes mondiales, il y a des francophones en haut. Donc, il faut leur pousser des usages, il faut que ces usages soient les plus précis possibles. Donc, donnez-nous dans les 160 programmes d'innovation des usages blockchain et comptez sur nous pour les pousser, pour enclencher le business, parce qu'en restant entre communautés blockchain, on va moins vite. Voilà, c'est un appel que je prolonge et que on peut outiller par rapport à ta demande, Eric. Donc, à ta dispo. D'accord. Donc, le message est bien entendu. Je vais me rapprocher de vous et on va essayer de faire un usage très, très concret. Ah oui, ben nous, c'est du concret, c'est du business, hein, tout simplement. Mais Oui, on n'est pas une action, on n'est pas une filière, on est dans le ça. business, mais c'est un modèle d'intelligence collective. Et l'intelligence collective, vous, la communauté blockchain, je pense qu'on n'a pas à vous démontrer longtemps que c'est un puissant levier de développement. Tout à fait. Merci beaucoup, Eric. On va clore ce panel. Jingle pour passer au panel suivant qui va adresser les smart contracts, les tokenisations, les actifs virtuels, les NFT, plein de sujets qui sont au devant de l'actualité actuellement. Merci à tous.